Bien, bonjour à toutes et à tous. Très heureux de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui. Il y a François qui est en train de se brancher. Ils ont des petits réglages techniques, je crois. Ils ne devraient pas tarder à pouvoir se brancher, François et Virginie. On va voir aujourd'hui donc, tous les changements concernant la location meublée, avec la loi Lemer, notamment, dite loi anti-Airbnb. On va voir les conséquences, surtout, précisément ce qui a été voté, ce qui pourra être mis en œuvre, et puis les inconnus encore, parce que au travers du projet de loi de finances 2025, qui n'est pas encore voté, comme chacun sait, il y a encore des interrogations qu'on va, qu'on va voir ensemble. Les hypothèses, on va pouvoir faire les hypothèses à peu près crédibles par rapport à ce qui s'était passé sous le gouvernement Barnier, notamment les amendements qui avaient été votés. Donc on va faire la part des choses de ce qui est sûr, de ce qui est probable, et puis on fera un petit rappel également de la réglementation sur les passoires thermiques, parce que comme vous le savez, notamment tout ce qui est location courte durée, donc seront soumis également au calendrier d'exclusion des passoires thermiques. Donc voilà, c'était dans les tuyaux. Effectivement, aujourd'hui, c'est le cas. Donc, on va voir aussi les implications par rapport à ça. Et puis, on finira peut-être avec ce qui est possible de faire en dehors du meublé, notamment sur l'année 2025, avec pour l'année 2025 notamment la dernière année pour pouvoir bénéficier du super déficit foncier. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous en ont entendu parler, l'ont regardé précisément, mais on a la possibilité aussi, et 2025 sera la dernière année, on a la possibilité de doubler les déficits reportables sur ces revenus, qui sont, comme vous le savez, quand on fait des travaux et qu'on constate un déficit de 10 700 euros. Donc, on peut encore en 2025, sous certaines conditions qu'on va regarder ensemble, donc doubler ce déficit, c'est-à-dire de pouvoir faire 21 400 euros donc de report de déficit sur le revenu imposable global, donc ce qui peut représenter potentiellement quand même de belles économies d'impôts. Donc, on va voir tout ça aujourd'hui. Surtout, bien sûr, si vous avez des questions pendant les présentations et le détail de ce qu'on va voir aujourd'hui, n'hésitez pas à les poser donc sur le chat, et on pourra y répondre, bien sûr, avec plaisir. Et voilà, y répondre tout de suite si on a la réponse. S'il sont encore des interrogations ou s'il faut rechercher ici ou là, eh bien, on fera le job, bien sûr. Si on n'a pas la réponse tout de suite, on pourra vous envoyer ensuite, avec le replay, les précisions, s'il y a vraiment des questions auxquelles on n'a pas tout à fait les réponses aujourd'hui. Donc, François, tu me laisses la main, tu reprends la main 2 minutes, tu nous entends? Allô, allô, François? Bon, visiblement, ils ont, François et Virginie, des petits soucis de connexion. Ce n'est pas grave, on va démarrer de toute façon hein, la présentation avec ce qu'on sait, les hypothèses qu'on va pouvoir faire aujourd'hui. Alors, je vais vous partager donc la présentation des éléments. Donc, pour commencer, la loi Lemer donc est passée de Lemer, donc de Madame Anaïs Lemer, donc qui est députée de Bretagne, je crois, et qui donc nous a proposé une loi donc dite loi anti-Airbnb et qui est passée. Hein, il y a un certain nombre de lois qui ne sont pas forcément passées avec le gouvernement Barnier, donc qui a sauté. Mais celle-ci, donc, elle a été entérinée, elle est passée. C'était un petit peu une loi transpartisane, hein, c'est-à-dire qu'il y a des gens de droite, de gauche. C'était un petit peu une loi qui faisait l'unanimité, hein, entre guillemets.
Donc l'esprit de la loi, c'est pour limiter le développement, tout le monde l'a bien compris, de l'allocation courte durée, puisque, selon effectivement les députés, et puis c'est vrai que c'est pas totalement faux, l'allocation courte durée, quand elle est appliquée effectivement à l'année dans certains secteurs, enlève bien sûr des biens à l'allocation pour les habitants de la ville, du secteur, etc. Et c'est vrai que avant cette loi, il y avait des avantages, les avantages fiscaux, notamment sur l'abattement, étaient plus importants en location courte durée qu'en location longue durée, en location nue. Voilà, c'était un petit peu aussi, bien sûr, pour compenser, pour rééquilibrer, on va dire, la location courte durée avec la location longue durée, que ce soit en nu ou en meublé longue durée. Donc, les points importants de cette loi. Donc, déjà, les mairies auront le choix de porter, vous savez qu'on peut louer sa résidence principale 120 jours par an en location courte durée. Donc, les mairies auront le choix de pouvoir donc porter ces 120 jours à 90 jours. Ça, c'est pas tellement contraignant, c'est déjà quand même assez important, 90 jours, mais voilà, c'est une petite restriction aussi de ce côté-là. En revanche, donc là, pour le coup, un avantage fiscal donc qui va être qui est donc d'ores et déjà baissé de façon considérable, c'est l'abattement. Vous savez qu'en meublé comme en nu d'ailleurs, en nu on peut prendre le micro-foncier, on a un abattement de 30%. Donc en meublé, on avait un abattement de 50% ou 71% pour les biens classés de tourisme. Donc 71%, bon voilà, c'était quand même très important. En plus, c'était ultra simple. Il n'y avait pas possibilité, c'était juste une case à cocher. Bien sûr, il fallait que son bien soit classé de tourisme, mais 71%, c'était quand même important. Et puis 50%, c'était quand même pas mal. Ça avait l'avantage de la simplicité. Alors attention, bien sûr, quand on prend l'abattement, on ne déduit rien d'autre, ni intérêt d'emprunt, ni charges, ni taxes foncières, etc. Donc c'est un abattement. On a un abattement, donc on était en location courte durée, donc imposé sur la moitié des recettes BIC, donc encaissées. Et donc maintenant, cet abattement donc, est supprimé, donc il passe à 30%. Pour la location courte durée, a priori, la location meublée à l'année reste à 50%. Et donc, les plafonds ont été également largement baissés, puisqu'ils étaient à 77 000, voire plus pour les locations classées. Donc, ils passent à 15 000 seulement pour la location meublée traditionnelle. Donc, 30% d'abattement et avec un plafond de 15 000 euros. Donc, si on a plus de 15 000 euros de loyer BIC par an, de toute façon, on est effectivement obligatoirement au réel. Donc, le réel, on va se redire aussi comment ça fonctionne et quels sont les impératifs et les obligations en travaillant au réel. Donc ensuite, il y aura, parce que ça, c'est pas encore mis en place, mais il y aura dans la loi Lemer, donc indique qu'il y aura un fichier national maintenant des locations meublées, donc avec un numéro. Vous savez qu'aujourd'hui, il faut s'inscrire dans sa mairie quand on fait de la location de courte durée. Et donc, on disposera. Il y aura aussi, ça on ne sait pas trop quand ça va être mis en place, mais enfin on va vers ça. Donc il y aura aussi donc un fichier national qui sera mis en place. Bon, pas trop pourquoi, mais enfin bon, c'est comme ça. Il y aura un fichier national donc des biens destinés à la location courte durée. Alors, un aspect aussi qui là pour le coup va faire mal, enfin je pense, c'est la mesure qui va principalement exclure énormément de Airbnb, enfin de location courte durée des immeubles, c'est la possibilité qui sera donnée aux copropriétés d'interdire les locations courte durée, donc lors des assemblées générales. Assemblée générale des copropriétaires, donc qu'on connaît tous, on connaît tous le principe. Donc, lorsqu'il s'agit d'immeubles bourgeois, à vocation bourgeoise, bon ça c'est la grande majorité des immeubles, donc lorsqu'il s'agit d'immeubles à vocation bourgeois, donc on aura effectivement, les copropriétaires auront la possibilité, donc avec un vote des 2 tiers
seulement d'interdire les locations de courte durée type Airbnb. Avant, il fallait l'unanimité des copropriétaires pour interdire le Airbnb dans l'immeuble. Mais l'unanimité, vous avez bien compris que même s'il y avait qu'un ou deux propriétaires qui faisaient du Airbnb dans l'immeuble, de toute façon, il suffisait d'un seul qui faisait du Airbnb dans l'immeuble pour dire bah non, bah moi je fais du Airbnb dans cet immeuble, donc je ne donne pas. Donc bah, c'était jamais entériné par les copropriétaires, puisqu'il manquait toujours au moins celui qui faisait du Airbnb dans l'immeuble. Bon, là, ça change, la donne change complètement, puisqu'il suffira des 2/3 des copropriétaires pour interdire le Airbnb dans l'immeuble. Donc 2/3 des copropriétaires, nul ne doute qu'ils seront assez facilement trouvés, parce que bah, on le sait bien, dans un immeuble, les locations courte durée, c'est des nuisances, c'est du bruit, c'est des jeunes qui font la fête, qui mettent la musique jusqu'à 4 heures du matin, qui font des soirées un peu arrosées ou autres, enfin en tout cas qui font du bruit. Les groupes d'Allemands, d'Italiens qui rentrent à pas d'heure ou qui effectivement font du bruit dans les parties communes, etc. Bon, on connaît tous l'histoire. Donc, bon, on ne doute pas que énormément de copropriétés, avec cette nouvelle règle des 2/3, donc vont interdire dans l'immeuble la présentation, les donc locations type Airbnb. Donc bon, ça, effectivement, ça risque. Je pense que c'est cet aspect-là qui sera le plus important dans l'exclusion des Airbnb au niveau de l'immeuble. Bon, après, il y aura aussi, on est bien d'accord, les contrôles. Est-ce que tous les copropriétaires vont être sur le dos des autres copropriétaires qui vont continuer? Bon, on verra. Ça sera peut-être pas aussi simple que ça, mais en tout cas, ça risque de mettre un coup d'arrêt. Je pense que ça va être la principale mesure qui va permettre, enfin en tout cas donner un frein important quand même au Airbnb sur les copropriétés. Et donc, comme vous le savez également, le dernier aspect, c'est que maintenant, les passoires thermiques donc, vont être exclus avec le même calendrier que pour les logements à l'année. Donc, les passoires thermiques seront également exclus du Airbnb, de la location courte durée. Donc, adieu la ferme dans le Jura, adieu la maison de pêcheurs dans les Calanques de Marseille, adieu la bergerie en Corse. Bon, ça, notamment pour des biens un petit peu de caractère, on voit difficilement l'application stricte de ces passoires thermiques, parce qu'il y a quand même des biens, notamment à la campagne ou en bord de mer, etc., qui sont, enfin, c'est quasiment impossible, à part de les dénaturer vraiment, de les rendre, de les sortir de leurs conditions de passoire, entre guillemets. Donc, on voit pas trop l'application sur certains biens. Bon, on verra. On verra comment ça se passe, mais enfin, en tout cas, voici les textes pour l'instant, et donc on verra exactement comment ça va se décliner. Alors précisément, je vois des questions notamment pour l'abattement de 30% ou 50%. Est-ce que ça concerne la location meublée à l'année? Donc, a priori, non. A priori, d'après ce qui a été voté aujourd'hui, pour la location donc meublée à l'année, on resterait sur l'abattement de 50%. Pour ceux qui prennent l'abattement, comme vous le voyez sur ce tableau, on resterait sur la possibilité donc d'avoir un abattement de 50%. Donc, notamment pour ceux qui ont plus d'intérêt d'emprunt, qui ont plus de charges, qui n'ont pas beaucoup de travaux éventuellement à venir. Donc, on resterait pour l'instant, pour ceux qui font de la location meublée avec des baux d'1 an à l'année, a priori, on resterait sur les 50% d'abattement. Donc, les 30% d'abattement donc, ne concerneraient que les meublés donc, de tourisme. Et comme vous le voyez sur le tableau, donc 30% avec un plafond de 15 000 euros. Alors, il y a aussi des cas, notamment dans les zones détendues, où, alors là, ça touche quand même sur des trucs quand même un peu délirants, mais notamment dans les zones détendues, pour les meublés de tourisme, on resterait à 71% dans certains secteurs, avec un abattement donc de 71%, mais dans les zones détendues. Donc bon, est-ce qu'il y a énormément
de Airbnb ou de location courte durée dans les zones détendues, bah, il y en a un petit peu, mais enfin, bon, pas plus que ça, mais enfin, voilà, hein, ça c'est le nouveau tableau, donc on vous le mettra, on vous enverra cette présentation. Je vois aussi des questions pour savoir si vous aurez l'extrait de ces présentations. Oui, on vous enverra avec le replay, donc cette présentation en PDF, de façon à ce que vous ayez les éléments à peu près avec, la nouvelle donne, notamment concernant les abattements. Donc, globalement, le Airbnb, la loi Le Meur, donc surtout les choses importantes, c'est l'abattement de 50 ou 71%, c'est terminé pour la location courte durée. Donc, on passe à l'abattement de 30% et le plafond a été considérablement baissé puisqu'on est effectivement à 15 000 euros seulement. Et puis, les copropriétés qui pourront interdire au vote des 2/3, donc la location Airbnb. Donc ça, ce sont quand même deux choses qui vont freiner la location courte durée. On en est à peu près sûr. Donc, une autre nouvelle, alors qui va être quand même un petit peu difficile, notamment pour la sortie, lorsqu'on aura arrêté, donc lorsqu'on voudra vendre son investissement. Ça nous pendait au nez depuis un moment. On en avait entendu parler plusieurs fois. Ça avait déjà été mis sur le tapis plusieurs fois. Donc, ça n'est pas encore voté puisque c'est dans le projet de loi de finances 2025. Mais c'est un élément qui a été repris donc, du PLF 2025, donc présenté par le gouvernement Barnier. Donc, ça a été repris. Donc, c'est la reprise. Donc là, on va être un peu technique. Mais globalement, on fera un exemple tout à l'heure pour que tout le monde comprenne bien de quoi il s'agit. Donc, lorsqu'on est au réel, on fera un exemple tout à l'heure, lorsqu'on fait du meublé donc au réel, donc on va pratiquer gros intérêt, c'est qu'on va pouvoir amortir son mobilier et amortir l'immobilier. Donc on fera un exemple tout à l'heure. Donc on amortit sur des longues périodes, mais notamment cet amortissement permet d'annuler les loyers, puisqu'on va pouvoir déduire tous ces intérêts d'emprunt, ces charges, et les amortissements donc, permettent d'amortir considérablement la note fiscale, voire même d'annuler les loyers sur des longues périodes. Donc ça, c'est quand même un gros avantage. Mais le meublé, donc jusqu'à maintenant, donc avait ce merveilleux paradoxe, c'est-à-dire qu'on était considéré comme une entreprise en quelque sorte, puisque c'est une activité commerciale. Donc on est considéré comme des entreprises pour pratiquer notamment les amortissements, mais on était considéré comme un particulier concernant les plus-values, puisqu'on était soumis aux plus-values du particulier. Donc, on ne déduisait pas les amortissements qu'on avait pratiqués pour le calcul de la plus-value. Donc ça, c'est terminé, enfin, si le projet de loi de finances passe en l'état. Donc, il faudra réintégrer les amortissements, donc tous les amortissements qu'on a pratiqués, il faudra les enlever de son prix de revient, en quelque sorte, pour calculer la plus-value. Donc ça, c'est un coût un petit peu difficile parce que globalement, on va redonner à la sortie, si on doit vendre, on va redonner une bonne partie de ce qu'on a gagné donc en plus-value. Alors, on verra que tout dépend quand on vend. Si on vend à 10 ans, on va être lourdement taxé. Si on vend à 15 ans, moins. Si on vend à 20 ans, beaucoup moins. Et si on vend à 25 ou 30 ans, là, quasiment plus du tout, puisqu'on aura a priori toujours le système de décote. Alors, je vois une question. Est-ce que pour les gens qui pratiquent déjà cette désamortissement, est-ce que ça va être appliqué de façon rétroactive? A priori, oui. C'est-à-dire que même, par exemple, pour les gens qui amortissent depuis 20 ans un bien, s'ils doivent le vendre à partir du 1er janvier 2025, ils seront concernés. Ils seront concernés. Donc, bon, voilà, donc ça, c'est comme ça. Alors ça, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Mais ce qui est quand même assez rassurant, il y a quand même deux choses à noter. D'une part, lors de la première présentation sous le gouvernement Barnier de cette clause de reprise des amortissements, il y avait eu 2 amendements qui étaient passés, qui avaient été retenus, qui permettaient d'exclure de cette reprise des amortissements, d'une part, tout ce qui est résidence-service,
donc tout ce qui est résidence étudiante, EHPAD, résidence de tourisme, etc. Donc tout ce qui est résidence-service, la reprise des amortissements ne serait pas concernée. Et également, ceux qui pratiquent la location meublée à l'année, avec des baux de 12 mois, lorsqu'il s'agit de la résidence principale du locataire, donc pas en location courte durée. A priori, enfin en tout cas dans la première version du PLF 2025 Barnier, ces deux cas étaient exclus de la reprise des amortissements. Donc là aussi, ça ne concernerait, mais là il n'y a rien de sûr puisque les amendements sont en attente, cela concernerait uniquement la location courte durée. Donc ce serait un clou de plus, hein, en quelque sorte, sur le cercueil de la location Airbnb, etc. Donc, je vois également une question pour la réforme de la plus-value pour durée de détention. Aujourd'hui, ce n'est pas d'actualité. Il y avait eu une proposition, mais qui n'a pas été reprise pour l'instant dans le PLF 2025, de réforme des plus-values pour enlever notamment l'exonération pour durée de détention. Pour l'instant, ce n'est pas dans le nouveau projet de loi de finances. On verra si ça revient en place. Donc, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Je vois une autre question également pour les biens de Brigitte, pour les biens qui sont déjà loués. Est-ce que en Airbnb, j'imagine, la copropriété peut-elle s'opposer? Oui, a priori oui, hein, puisque voilà, si pour revenir au point précédent, si la copropriété décide d'interdire la location courte durée à partir de telle date, à partir de l'année suivante, etc., ben ça posera à tous les copropriétaires. Donc voilà, a priori, ce sera le cas. Donc voilà, concernant donc la location courte durée. Alors, donc, autre mauvaise nouvelle aussi pour la fluidité du marché, c'est que les frais de notaire vont augmenter. Enfin, les frais de notaire, les mal nommés frais de notaire, les droits de mutation vont augmenter. C'est que là aussi, ça avait été voté, c'était passé, et puis c'est remis donc en ordre. Donc, Monsieur Bayrou a dit qu'il le ferait également, enfin, qu'il retiendrait cette proposition. Donc, les droits de mutation, enfin, en tout cas, les départements vont avoir le choix d'augmenter ou pas. Bon, enfin, on imagine que tout le monde va le faire. Donc, d'augmenter les frais de mutation donc de 0,5%. Donc, ça, a priori, on ne pourra pas y couper. Donc, ce qui est un peu désespérant parce qu'en fait, voilà, enfin, globalement, depuis 7 ans, tout est fait pour détourner les Français de l'immobilier. Donc, ça marche. Ça a marché, hein, puisque voilà, il y a eu beaucoup moins de ventes. On est à moins de 800 000 ventes cette année. Donc, du coup, ça représente un manque à gagner, notamment pour les départements. Donc, pour compenser la perte qui a été créée par des mesures anti-immobilier, on augmente les taxes. Donc, voilà, hein, c'est comme ça fonctionne comme ça en France. On fait tout pour qu'un secteur donc soit pénalisé, enfin pénalisé entre guillemets. Et puis quand il est pénalisé, ça fait moins de recettes, donc on augmente les impôts. Bon, c'est comme ça. Enfin voilà, hein, on n'a pas trop le choix, donc ça va effectivement. Voilà ce qui va se passer. Alors, pour revenir sur les plus-values, quand même, on va faire un exemple, mais on va quand même se rappeler aujourd'hui comment fonctionnent les plus-values. Alors, a priori, ça ne devrait pas changer, hein. On avait entendu à un moment donné une réforme des plus-values en supprimant les décotes qu'on a année après année. A priori, ça ne sera pas le cas. Enfin, en tout cas, on n'a pas entendu parler d'une nouvelle réforme de la plus-value, mais effectivement, donc pour l'instant, comment ça fonctionne les plus-values? Donc la plus-value, c'est la différence entre le prix d'achat et le prix de vente, ça tout le monde l'a bien compris, mais on peut rajouter quand même à son prix d'achat deux forfaits. D'une part, les forfaits qui représentent les frais de mutation, donc les frais de notaire entre guillemets. Donc c'est un forfait de 7,5%, c'est pas précisément les frais de notaire qu'on a payés, mais on a le droit de rajouter à son prix d'achat donc 7,5%, donc censé représenter les frais de mutation. Et on peut rajouter bien sûr les travaux, à part si on les a déjà passés fiscalement sur un bien en déficit, comme on va le voir tout à l'heure, ou si on n'a pas fait de travaux, ou si on a fait des travaux légers, ou si on n'a pas forcément les factures, on a le droit de rajouter un forfait travaux
de 15% si on est propriétaire depuis plus de 5 ans. Donc globalement, si on est propriétaire depuis plus de 5 ans, on peut rajouter deux choses, 15% de frais de travaux et dans tous les cas, 7,5% de frais de notaire. Donc ce qui fait qu'en fait, on rajoute 22,5% sur son prix d'achat. Et on va se faire un exemple tout à l'heure pour que tout le monde ait bien effectivement compris la manip. Donc on se rappelle quand même qu'on a des cas d'exonération pour les plus-values. Donc d'une part, la résidence principale est toujours exonérée de plus-value. Il était question peut-être qu'avant 5 ans, il y ait une plus-value pour les RP, mais ça n'a pas été retenu. Ça, on est exonéré pour les biens qu'on détient depuis plus de 30 ans également, avec les décotes qu'on va voir tout à l'heure sur le tableau. Les ventes de moins de 15 000 euros aussi, on est exclu. Si on vend un garage, si on a acheté un parking 10 000 et qu'on le revend 15 000, on n'est pas sanctionné de plus-value, on n'est pas considéré à la plus-value. Et un cas aussi qu'on oublie souvent, lorsqu'on fait la première cession d'une résidence secondaire ou d'un bien locatif, si on n'est pas propriétaire de sa résidence principale depuis au moins 4 ans et qu'on s'engage à acheter une résidence principale dans les 2 ans, suivant la vente de la résidence principale ou d'un bien locatif soumis à plus-value, eh bien on est exonéré de la plus-value. Exonéré totalement de la plus-value. Quand bien même, ça peut être une plus-value importante, on est exonéré de la plus-value. Donc, si on n'est pas propriétaire de sa résidence principale depuis au moins 4 ans et qu'on s'engage à acheter une résidence principale dans les 2 ans, on fait sauter la plus-value. Bon, ça, c'est quand même pas mal. Donc, comme on le disait tout à l'heure, donc, voilà, un exemple donc, de location en meublé pour bien comprendre que tout le monde comprenne bien de quoi il s'agit, et donc avec un calcul, donc en reprenant les amortissements. Donc, vous achetez un bien 200 000 euros, donc votre prix de revient, donc en rajoutant les 7,5% des 200 000 et les 15% de forfait travaux, donc 7,5 et 15, ça fait 22,5%, donc ça fait 45 000. Donc, 45 000 euros, donc en plus que vous pouvez rajouter à votre prix d'achat pour déterminer le prix de revient. Donc, votre prix de revient, c'est 245 000 euros. Donc, si vous avez pratiqué la location de courte durée, donc vous avez amorti donc votre immobilier. Donc vos meubles, vous les amortissez sur 7-8 ans, en linéaire, sur 7-8 ans, le montant de vos meubles, là c'est simple. Concernant l'immobilier, vous savez que l'immobilier, on ne peut pas amortir 100% de son prix d'achat. On ne peut pas amortir sur la base de 200 000 euros. Parce qu'il y a une règle comptable qui dit, c'est vrai pour le meublé, c'est vrai pour les SCI et l'IS, il y a une règle comptable qui nous dit qu'on ne peut pas amortir la valeur du terrain, parce que le terrain ne se déprécie pas. La valeur du foncier, la valeur représentant le foncier, ça ne s'amortit pas parce que ça ne perd pas de valeur. Si votre immeuble s'écroule, si il est bombardé ou s'il prend feu, vous n'étiez pas assuré ou que sais-je, votre immeuble est détruit, mais vous avez toujours la valeur du terrain qui vaut toujours quelque chose. Donc, avant de pratiquer les amortissements, il faut retirer la valeur du terrain. Et là, bien entendu, ça dépend de l'emplacement. Bien entendu, si vous êtes dans un village du Loir-et-Cher ou si vous êtes à Paris, place des Vosges, la valeur du terrain n'est pas du tout la même chose. Donc, ce qui est accepté, en gros, c'est on retire 20% de valeur du foncier pour les petites villes, on retire 30% de valeur de foncier pour une ville moyenne, et il faut retirer au moins 40, voire 50% de la valeur du foncier sur les grandes métropoles, et notamment à Paris, etc. Donc, voilà. On prend le cas ici d'une ville moyenne, donc avec un foncier qui vaut à peu près 30%. Donc, vous allez amortir sur la base de 70% donc de vos 200 000 euros. Donc, en fait, votre base d'amortissement, c'est 140 000 euros. Donc, à 15 ans, puisqu'on amortit environ sur 30 ans. Bon, aujourd'hui, c'est un amortissement depuis quelques années, c'est amortissement par composant. Donc, en fait, le gros œuvre doit être amorti sur 50 ans, le second œuvre sur 20 ans, certains travaux ou certains composants comme la peinture peuvent s'amortir sur 10 ans ou 12 ans. Enfin, tout ça est très compliqué, mais globalement,
ça revient à peu près à un amortissement linéaire de son prix sur 30 ans. Donc, si par exemple, vous vendez à 15 ans, donc à 15 ans, vous avez amorti la moitié de 140 000 euros, c'est-à-dire 70 000 euros. Donc, ces 70 000 euros que vous avez amortis, donc au bout de 15 ans, il faut les retirer de votre base, donc de votre prix de revient, pour calculer la plus-value. Donc, ce sera ça, on sera mangé à cette sauce-là. C'est-à-dire que vous aviez un prix de revient de 245 000 euros. Donc, vous retirez vos amortissements que vous avez pratiqués à 15 ans, donc de 70 000 euros. Donc, votre nouveau prix de revient après déduction de vos amortissements sera donc de 175 000 euros. Donc, si vous vendez à 15 ans à, par exemple, un prix de 250 000 euros, vous ne faites pas une plus-value de dingue, hein, vous suivez juste l'inflation, hein, en gros. Ça vous fait donc 250 000 moins 175 000, ça vous fait 75 000 de plus-value. Et donc, avec un taux de plus-value qu'on peut voir donc sur ce tableau-là. Alors, c'est écrit en petit, je vais essayer d'agrandir un petit peu, mais à 15 ans, vous voyez ici, à 15 ans, vous avez, puisque la plus-value, elle est composée donc de deux impôts, l'impôt à 19%, donc l'impôt sur le revenu à 19%, et les prélèvements sociaux à 17,2%. Mais vous voyez qu'on a des décotes ensuite, donc par rapport aux années de détention. Alors, il y a 5 ans où vous n'avez pas de décote du tout, mais à partir de la 6e année, vous avez 6% de décote par an pour les 19% et 1,65% pour les prélèvements sociaux. Ce qui fait qu'à 15 ans, on a un taux d'imposition qui est de 21,96. Hein, on pense 14 et quelques. Donc voilà, donc à 15 ans, vous avez un taux effectivement de 21,96, ce qui nous fait donc une plus-value précise de 16 470. Voilà, donc c'est pas si monstrueux que ça, hein, on est bien d'accord. Et encore une fois, si l'imposition sur les plus-values n'est pas touchée entre guillemets, eh bien voilà, on sera mangé effectivement la nouvelle donne concernant la reprise de ces amortissements pour les locations courte durée. Alors, je vois quelques questions, notamment 30% de Patrice qui nous dit 30% de foncier, c'est énorme. Attention, il y a eu pas mal de jurisprudence ces derniers temps. Avant, je dirais, la bonne vieille époque, je me rappelle encore, hein, il y a quelques années, il y a encore 6, 7 ans, 10 ans, on disait, ouais, le foncier, c'est 10% en province, 20% à Paris. C'est terminé, ça. Hein. C'est terminé. Hein. Il y a eu plusieurs jurisprudences, il y a eu plusieurs condamnations, il y a eu plusieurs redressements pour dire qu'une valeur de foncier de 20% pour Paris, c'est ridicule. Tout le monde sait bien que l'incidence foncière de l'emplacement à Paris, c'est beaucoup plus que 20%. Il suffit de voir le bilan d'un promoteur. Quand un promoteur vend un bien à Paris en neuf à 15 000 euros du mètre, encore, hein, c'est pas cher, le terrain vaut quasiment plus de la moitié. Il vaut 60 ou 70% la valeur du foncier. Donc, les 30 aujourd'hui, ce qui est accepté par les comptables, et vous pouvez interroger les comptables autour de vous, c'est effectivement à peu près ça, 20% pour une petite ville, 30% pour une ville moyenne, et 40% pour une métropole, voire plus pour Paris. Là, c'est ça. Hein. Aujourd'hui, c'est ça. Hein. Les jurisprudences l'ont montré, c'est ça. Je vois effectivement une autre question. Peut-on appliquer le forfait de 15% sur un bien, même si on a appliqué un déficit foncier? Oui, 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 tout à fait. Les travaux qu'on a passés en déficit, bien sûr, on ne peut pas les rajouter pour calculer les plus-values, mais on a quand même le droit, dans tous les cas, si on est propriétaire depuis plus de 5 ans, on a le droit de rajouter ces 15% de forfait de travaux, même si on a acheté du neuf. Hein, je suis en train de vendre un appartement que j'ai acheté dans le neuf il y a 7 ans. Je fais de la plus-value, donc sur du neuf, c'est pas mal, mais j'ai droit au forfait de travaux de 15%. Donc, alors, j'ai pas fait 1 euro de travaux, hein, puisque c'était du neuf. Bon, voilà, j'ai pas eu de travaux sur la copro, j'ai pas fait moi-même de travaux, bien sûr, sur du neuf. J'ai pas fait 1 euro de travaux, mais j'ai quand même mon forfait de 15% de forfait de travaux. Donc, dans tous les cas, on a le forfait de 15% de travaux, donc ça, c'est pas mal.
Je vois une autre question. Si le logement est celui d'un enfant étudiant, par exemple, rattaché fiscalement, ce logement est-il considéré comme une résidence principale? Il faut que ce soit la résidence principale du vendeur, hein, pour la plus-value. Si c'est la résidence principale d'une autre personne, même si c'est son fils ou que sais-je, non, on n'est pas exonéré de plus-value. Il faut que ce soit la résidence principale du vendeur, hein, du bien. Hein. C'est pas effectivement aussi simple que ça. Alors, Virginie me fait un petit signe pour laisser la place à François. François a réglé son problème de caméra. Donc, François, tu veux dire quelques mots? Il faut que je coupe mon Tu micro. m'entends? Vous m'entendez? Voilà, je crois qu'on ne peut pas mettre le son en même temps tous les deux. Bonjour à toutes et à tous, excusez-nous pour ce petit problème technique. Ça ne nous a pas empêché de bien t'écouter, Stéphane. En tout cas, on est très, très intéressés par tout ce que tu nous dis. Et je vois qu'il y a beaucoup de questions. On est 94 dans la formation aujourd'hui. Donc, c'est un sujet qui intéresse. Et écoute, non, du tout, on te laisse continuer cette belle présentation. Merci. Je vois d'autres questions, effectivement. Bon, visiblement, ça soulève beaucoup de questions, cette histoire pour déterminer la valeur du foncier, avec donc d'autres, donc notamment, je ne pratique personnellement que 10 à 20%. Après, effectivement, comme vous le savez, c'est pas des textes, hein. C'est pas effectivement Bercy qui dit voilà maintenant le foncier s'étend dans tel secteur. Ce sont pas des textes, hein. Ce sont des hypothèses que chaque contribuable prend, mais je dirais qu'on avance à coup de jurisprudence et à coup de redressement. Aujourd'hui, vous pouvez, enfin, il y a eu plein d'articles là-dessus. L'année dernière, notamment, j'avais fait une chronique sur BFM Business aussi pour en parler. Aujourd'hui, enfin, si on se débrouille seul de sa comptabilité, on peut prendre des options agressives, entre guillemets, et dire, bah ouais, bah moi je reste à 20% à Paris ou à 10% sur une ville moyenne. On peut tenter le coup, hein, je dirais, si on n'a pas de contrôle, si on n'a pas de contrôle qui amène du redressement. Mais enfin, il y a de plus en plus de redressement dans ce sens-là. Il y en a eu des dizaines. Il faut que la valeur du foncier soit représentative de l'incidence foncière et des prix du foncier dans un secteur par rapport à un prix global. Donc voilà, donc aujourd'hui, un comptable, un comptable normalement prudent, n'acceptera plus des hypothèses de foncier de 10% pour la province et 20% à Paris. Hein. Enfin, moi, je ne connais pas de comptables qui vont mettre leur tampon sur ce type d'amortissement quand même largement en dessous de la vraie valeur du foncier. Hein. Donc attention, c'est pas effectivement encore une fois, ce sont pas des textes, ce sont des hypothèses que les gens peuvent prendre et donc, mais on avance à coup de jurisprudence. Hein. C'est à peu près comme ça que ça se passe. Donc voilà pour ce qui concerne donc l'allocation courte durée, donc avec donc cette reprise des amortissements. Encore une fois, si ça se passe comme pour le précédent, la précédente projet de loi de finances, on espère que cette reprise de plus-value ne concernera pas les locations meublées traditionnelles à l'année. On espère que ça ne concernera que la location courte durée. Voilà. Mais là, pour le coup, la location courte durée, là, il n'y aura pas moyen je pense, d'y échapper. Donc, il faudra considérer cette nouvelle donne pour le calcul de ces plus-values. En sachant que, bah, voilà, hein, on peut aussi attendre plus longtemps, puisque comme vous l'avez vu sur le tableau, si on attend 20 ans, 25 ans, on a beaucoup moins de plus-value. Puis si on attend 30 ans, on n'a pas du tout de plus-value. Donc, bon, bah, voilà, hein, il suffit. Nous sommes d'accord que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Parfois, la vie d'un bailleur n'est pas un long fleuve tranquille. Parfois, on prévoit de ne pas revendre tel bien, et puis on a d'autres projets ou des pépins qui font que on revend. Donc, il faudra considérer, en tout cas pour ceux qui font de la location de courte durée, cette reprise de plus-value. Donc voilà, concernant la location courte durée, alors
Ça concerne aussi la location courte durée, mais là aussi, je voulais faire un rappel parce que ce sont des données importantes et qui surtout créent un climat très anxiogène de la part des propriétaires bailleurs, avec notamment la loi climat et résilience. Donc, on se rappelle les dates depuis le 1er janvier 2025. Donc, on n'a plus le droit de louer tous les biens en G. Donc avant, c'était les pires G, mais maintenant, c'est tous les biens qui sont en G. Donc depuis le 1er janvier, on ne peut pas louer, donc on ne peut pas relouer des biens qui sont en G, classés G. Les baux en cours se continuent. Ceux qui louent aujourd'hui des biens en G, donc les baux en cours se continuent, mais ou au renouvellement, donc ou au changement de locataire, a priori, donc on ne peut plus relouer des biens en G. Au 1er janvier 2028, ça sera les biens en F, et puis au 1er janvier 2034, mais là c'est plus loin, les biens en E. Donc, alors, déjà, quelques mots là-dessus. On est les seuls en Europe, nous on est effectivement en France, comme toujours, on illumine le monde de notre génie, donc on est les seuls en Europe à interdire la location. Ce qui est obligé par l'Europe, c'est les DPE, enfin les DPE, chaque pays a son. Ce qui est obligé par l'Europe, c'est d'informer les propriétaires, les locataires de leur consommation. Mais en France, on est plus malin que tout le monde, et comme on ne manque pas de logements, on a beaucoup trop de logements, comme chacun sait, comme tout le monde le sait. Donc, comme on a beaucoup trop de logements et qu'on ne sait pas quoi faire de nos logements, donc on interdit, on a bien compris, donc on interdit depuis le 1er janvier 2025 donc les locations des biens G. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire? Ce qu'on peut en dire, c'est qu'il ne faut surtout pas paniquer, parce que ce calendrier est intenable. Il n'est pas tenable. Est-ce qu'on peut sortir les biens G en France? C'est près d'1 million de logements. Est-ce qu'on peut donc sortir 1 million de logements du parc? Bien entendu que non. Ce n'est pas possible. On n'a pas les moyens, on n'a pas suffisamment de logements pour sortir autant de biens du parc. À Paris, 90% des chambres de bonne des immeubles haussmanniens, avec dernier étage toit zinc, sont G. Donc, est-ce qu'on peut sortir 70 ou 80 000 chambres de bonne du marché? Bien entendu que non. Donc, moi, je prends le pari. Alors, j'ai déjà pris le pari sur BFM que le calendrier ne serait pas appliqué de façon aussi dure, ou alors, il sera appliqué entre guillemets, mais il n'y aura pas de sanction. C'est comme les ZFE. Je ne sais pas si vous avez vu les ZFE pour les voitures qui sont interdites, les vieilles voitures diesel ou même essence maintenant, donc sont interdites dans les grandes métropoles, enfin dans certaines grandes métropoles, Paris, Lyon, Grenoble, Bordeaux, etc. Bon, c'est le cas depuis le 1er janvier, mais il n'y a pas de sanction. Ils nous disent déjà, ouais, mais il n'y aura pas de sanction, on va faire de la pédagogie, etc. Bon, voilà. Donc, surtout, il ne faut pas paniquer par rapport à ce calendrier qui n'est pas tenable, et quand bien même il est laissé en l'état, je fais le pari qu'il n'y aura pas de sanctions et qu'il y aura des délais beaucoup plus longs, qui seront notamment pour les gens qui sont retraités, qui ont parfois des revenus modestes. Il y a des propriétaires qui n'ont tout simplement pas les moyens de rénover leur logement. Donc, bon, voilà, donc je pense que, je suis certain qu'il y aura des assouplissements sur ce calendrier ou qu'il n'y aura pas de sanctions, mais ce qui revient au même. Alors, quand même, on se rappelle, parce que en cas de DPE, notamment G et bientôt F, il y a quand même plusieurs cas où on peut continuer à louer un bien qui est une passoire thermique, notamment pour les secteurs qui sont pas chers, lorsque vous avez plus de 50% de travaux par rapport à la valeur du bien. Vous n'êtes pas concerné par la réglementation des passoires thermiques. Si par exemple, vous avez, ça concerne notamment les secteurs qui sont pas chers. Chez moi, par exemple, dans le Loir-et-Cher, vous avez des petites maisons sympas à moins de 100 000 euros. Donc, si vous avez une maison dans son jus des années 60 à 100 000 euros, vous achetez cette maison. La rénovation pour la sortir de sa condition de passoire et faire des travaux nécessaires, donc isolation complète, pompe à chaleur, VMC,
changement de toutes les menuiseries, les huisseries, les fenêtres, et j'en passe, vous aurez un budget de travaux de plus de 50 000 euros, hein, c'est sûr. Hein. Vous aurez un budget de travaux facilement pour une maison de 80-100 mètres carrés, vous aurez un budget de travaux au moins de 60-70 000 euros. Donc, vous êtes à plus de 50% de la valeur de votre bien. Vous voyez ce que je veux dire? Vous l'avez acheté 100 000, vous avez 70 ou 80 000 de travaux à faire. Vous ne serez pas concerné par la réglementation des passoires thermiques. Vous pourrez continuer à louer votre passoire parce que les travaux nécessaires à la sortie de la passoire sont supérieurs de 50% de la valeur du bien. Donc voilà, hein, donc ça, notamment pour les secteurs pas chers, les secteurs détendus, toutes les villes qui ont quand même un peu souffert, ben voilà, vous êtes à l'abri de ça et vous pourrez continuer à louer. Bon, vous le savez bien sûr, si l'immeuble ou l'environnement de l'immeuble est classé et que certains travaux vous sont interdits, bon, là aussi, si l'immeuble est classé, vous ne pouvez pas changer les fenêtres, vous ne pouvez pas mettre de double vitrage, vous ne pouvez pas isoler par l'extérieur, etc. Bon, voilà. Il y a aussi pour les immeubles classés, bon, vous n'êtes pas forcément concerné. Un point aussi qui est très important et qu'on oublie parfois, c'est lorsque vous avez, je note, copropriété récalcitrante aux travaux. C'est-à-dire que si vous avez fait le nécessaire, si par exemple vous avez une chambre de bonne à Paris ou un dernier étage et que vous avez fait le nécessaire de ce que vous pouviez faire vous, c'est-à-dire vous avez mis du double vitrage, vous avez isolé les murs, mais comme chacun le sait, la chaleur s'échappe surtout par le toit. Et donc, ben là, mais vous ne pouvez pas refaire le toit. Il s'agit c'est à la copropriété de voter des travaux pour enlever le zinc, doubler le truc, remettre le zinc ou la toiture ou que sais-je. Donc, ce sont des travaux qui doivent être votés par la copropriété pour que votre bien donc sorte de sa condition de passoire. Et si la copropriété ne veut pas voter ces travaux, vous pouvez continuer à louer. La copropriété n'a pas forcément intérêt à voter ces travaux, déjà parce que bah, vous êtes au dernier étage, mais tous les autres, ils sont au deuxième, troisième, donc ils s'en foutent un peu du dernier étage. Vos problèmes du dernier étage, ils vous concernent vous, mais pas eux. Donc sortir de l'argent pour vous arranger, bah, pas forcément. Donc si la copropriété ne veut pas voter ces travaux, vous pouvez continuer à louer selon quand même la doctrine qui se comprend que on ne peut pas vous reprocher des travaux on ne peut pas vous reprocher de ne pas faire des choses qui ne dépendent pas de vous-même. Vous avez fait ce qu'il fallait sur votre appartement. La copropriété refuse de voter les travaux nécessaires à la sortie de votre condition de passoire. Eh bien, vous pouvez continuer à louer. Il faudra simplement tous les ans à l'Assemblée générale des copropriétaires remettre sur le tapis ces propositions et redire chaque année est-ce que vous voulez voter tels travaux pour machin. La copropriété dit non, vous repartez avec votre assemblée générale et vous pouvez continuer à louer puisque bah, voilà, hein, ça ne dépend pas de votre bonne volonté. Donc voilà, en cas de copropriété récalcitrante, vous pourrez continuer à louer. Donc ça, bah, c'est quand même pas mal. Donc voilà. Et puis dernière chose, ma prime rénov, bah, pour ceux qui y sont passés, ma prime rénov, bon, moi je vous conseille vraiment d'oublier hein, tout ce qui est ma prime rénov, parce que bon, d'une part c'est l'enfer administratif, mais surtout globalement ce que moi j'ai vu, ce que plein de gens ont vu, c'est que vous l'avez compris, pour obtenir ma prime rénov, il faut passer par des artisans RGE. Bon, les artisans RGE, ils sont beaucoup plus chers que les artisans classiques. C'est pas forcément de l'arnaque, hein, mais ils ont l'obligation de faire des formations spécifiques, ils ont des assurances spécifiques, donc ils sont beaucoup plus chers, de l'ordre de 50 ou 60% plus chers que les artisans classiques. Donc, à part si vous êtes effectivement un foyer très modeste, globalement, si vous êtes un foyer qui gagnait un peu votre vie, bah, ma prime rénov, vous allez gratter 30% d'aide. Mais à quoi ça sert de gagner 30% d'aide si vous avez 50% de travaux en plus, quoi? Si vous avez un coût de travaux de 50% ou 60% de plus, de gagner 30% d'aide qui viennent de vos impôts, hein. Donc, bon, moi, ce que j'ai constaté, c'est que bah, il vaut mieux faire appel à de bons artisans, pas RGE, qui bossent bien, et on oublie ma prime rénov et on s'en porte beaucoup mieux. Donc, voilà. Alors,
je vois quelques questions. Oui, notamment pour ce qui est donc des plus de 50% de travaux. Si j'ai bien compris, si mon bien est Angers et qu'il a plus de 50% de travaux par rapport à sa valeur, je peux continuer à louer. Oui, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Oui, si les travaux nécessaires à la sortie d'une passoire sont plus de 50% de la valeur, vous pouvez continuer à louer. Comment on le justifie? Par un devis. Hein, c'est-à-dire que vous demandez à des artisans de vous faire un devis, ou alors là, prenez un RGE du coup, parce que vous avez intérêt que votre devis soit le plus élevé possible. Donc vous avez un devis où vous avez tant de travaux de nécessaires pour sortie de passoire. Votre bien aujourd'hui vaut tant. Hein, par rapport à sa valeur, vous le faites valoriser par n'importe quel agent immobilier. Donc votre bien vaut tant, sa valeur c'est tant, les travaux pour le sortir c'est tant, plus de 50% de la valeur, vous pouvez continuer à louer et vous n'avez pas de souci. Donc, oui, je vois une autre question, mais nous, agents immobiliers, si on nous confie un bien en Angers avec une propriétaire qui est récalcitrante aux travaux, pouvons-nous être poursuivis avec notre devoir de conseil? Non, 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 non. Enfin, si effectivement, nous, agents immobiliers, donc, on loue un G dans une copropriété récalcitrante, on peut continuer à le louer puisque la loi le permet. Donc, on ne peut pas être inquiété de détourner la loi puisque ça, c'est un texte voilà, qui. Bon, voilà, si. Mais ce qui est tout à fait normal parce qu'on ne peut pas vous reprocher des choses qui ne dépendent pas de votre bonne volonté. Hein, donc, heureusement, ça, c'est prévu. Et donc, voilà, copropriété récalcitrante, un professionnel le sait, peut le justifier, donc on peut continuer effectivement à louer son bien Angers, puisque ça ne dépend pas de sa bonne volonté. Donc voilà pour les passes. Oui. Oui, je peux me permettre d'intervenir là-dessus. Ce qui compte, c'est de pouvoir justifier que l'on a fait la demande auprès de la copropriété, c'est-à-dire que pour que la copropriété soit récalcitrante, il faut bien sûr qu'on lui ait fait la demande des travaux par voie officielle, c'est-à-dire par une lettre recommandée au syndic, de mettre à l'ordre du jour les travaux nécessaires à la rénovation énergétique, de manière à ce que l'on puisse opposer au locataire que c'est bien la copropriété qui a refusé pour le moment de faire ces travaux. Ça, c'est très important parce que, évidemment, si vous avez le locataire en place et qu'il conteste sa location parce que le DPE est en Angers, il sera important de pouvoir lui fournir le justificatif comme quoi c'est bien la copropriété qui a refusé les travaux. Donc, en théorie, il faudra même resoumettre chaque année ce point-là à l'ordre du jour de l'Assemblée générale. Oui, c'est ça. Il faut que ce soit refusé par l'AG, les travaux, et il faut les remettre chaque année sur le tapis à l'Assemblée générale. Il faut effectivement le remettre en proposition. Et donc chaque année, voilà, on dit est-ce que vous voulez faire ces travaux? Bah non, on veut pas. Bon bah voilà, vous avez votre autorisation chaque année de continuer à louer. Effectivement, il faut reposer la question à la copro chaque année. Ça, c'est important. Donc, ouais, je vois une autre question concernant la location courte durée. On devra demander un DPE pour toute rentrée de mandat. Oui, a priori. Mais encore une fois, donc concernant cette histoire de passoire thermique pour la location courte durée, est-ce qu'on imagine la ferme dans le Jura avec sa cheminée au bois? Est-ce qu'on imagine la maison de pêcheurs dans les calanques de Marseille? Est-ce qu'on imagine la bergerie en Corse? Je crois qu'il y aura plein de cas pour la location de courte durée où ça ne s'appliquera pas parce que c'est absurde. Comment voulez-vous une ferme dans le Jura avec son feu de bois? Comment voulez-vous qu'elle devienne BBC? On va doubler les murs en polystyrène, les murs en pierre, on va les doubler en polystyrène. C'est absurde. On va changer les vieilles fenêtres en bois, encore en bon état, par de l'horrible PVC dans une ferme jurassienne, mais ça n'a aucun sens. Bon, je crois que là, tout le monde s'excite, tout le monde panique avec les passoires thermiques. Bon, il faut arrêter de jouer à se faire peur. Il y aura plein de cas où ça ne sera pas appliqué, notamment dans la courte durée, sur des biens
charme, sur des biens qui ont une authenticité, ce sera tout simplement pas possible. Donc bon, je crois que là, il faut savoir raison garder et se dire que voilà, ça va avancer, on va revenir sur des choses plus logiques, avec plus de sérénité. Et de toute façon, encore une fois, le calendrier est intenable. C'est pas comme si on manquait de logement. Il y a 2 700 000 personnes qui attendent un logement social. Quand on passe une annonce dans une ville aujourd'hui dynamique, on a dans la demi-heure, on a 50 demandes et dans une journée, on a 200, 300 dossiers complets. La tension locative est pire que jamais. L'offre a baissé de 50% alors que la demande a augmenté de 45%. Bon, ce n'est pas possible d'avoir un coup d'arrêt et de sortir autant de biens immobiliers du parc. Personne n'y croit. Aujourd'hui, je pense qu'on continue à jouer, à se faire peur, mais voilà, ça va avancer et on va avancer, je pense, avec un petit peu plus de sérieux sur cette histoire. On est d'accord qu'il faut faire des efforts pour l'environnement, pour la planète, une meilleure isolation. Nous sommes tous d'accord là-dessus, mais il faut faire avec ce qu'on peut faire. Et est-ce qu'il vaut mieux qu'un étudiant soit dans une chambre de bonne, pas parfaitement isolée, ou qu'il dorme dans sa voiture ou au camping? Bon, ben voilà, la question à se poser, elle est là. Hein. Est-ce qu'il vaut mieux dormir dans sa voiture ou au camping ou dans une chambre de bonne, pas parfaitement isolée? Bon, ben, je crois que la question, elle est vite répondue, comme dirait l'autre. Donc, ce qui compte pour nous tous, puisque nous sommes agents immobiliers, enfin, le public qui est là présent, nos partenaires et nos amis sont agents immobiliers, conseillers en gestion de patrimoine. Ce qui compte, c'est que 2025, c'est l'alignement des obligations de la courte durée, de la location de courte durée, par rapport à la location de longue durée. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe, c'est que beaucoup de propriétaires cherchent des solutions pour trouver de la rentabilité sur leur investissement locatif. Ils le cherchaient jusqu'à présent au travers de la location courte durée parce qu'il y avait un prix à la limité et moins d'obligations qui faisait qu'on trouvait une rentabilité supérieure sur la courte durée. Aujourd'hui, il y a un vrai mouvement inverse, c'est-à-dire qu'on voit bien les propriétaires revenir vers la location meublée longue durée, qui est une solution intéressante. Pourquoi? Parce que toutes les exonérations réglementaires dont bénéficiait le meublé courte durée disparaissent. Et d'autre part, on a des solutions pour louer quand même des logements qui ne sont pas forcément très bien isolés, mais surtout, on a une rentabilité qui s'aligne, voire qui s'améliore même par rapport à la courte durée, parce que quand on loue en courte durée, on a des frais de gestion qui sont souvent très importants, hein, de 30 à 50% pour la plateforme, le ménage, le check-in, le check-out. Et puis il y a aussi de la vacance locative, parce qu'il y a de plus en plus de biens qui sont loués sur les plateformes type Airbnb ou courte durée, et donc du coup beaucoup de concurrence. Donc on voit bien, comme tu le disais à l'instant, que compte tenu de la demande énorme qu'il y a sur la location de longue durée, que ce soit en meublé ou en vide, on voit bien qu'il y a beaucoup de propriétaires qui reviennent vers de la location longue durée. Donc c'est une solution nouvelle qui s'ouvre pour les propriétaires pour pouvoir rentabiliser et améliorer la rentabilité de leur logement. Oui, tout à fait. C'est vrai que la location courte durée, quand on compte tout, quand on s'occupe pas soi-même des entrées, des sorties, du ménage, la salle de récurée, les toilettes, etc. Si on prend une conciergerie plus les frais Airbnb, si on considère les semaines qu'on loupe dans l'année, parce qu'on fait pas du 100%, personne fait du 100% ou presque, hein, donc parfois ça revient à peu près au même que la location à l'année en meublé. Moi j'ai fait le constat plusieurs fois, donc voilà. Et c'est vrai qu'avant, il y avait des avantages fiscaux supplémentaires. Aujourd'hui, c'est fini. Donc, ça va rééquilibrer, c'est clair, et c'était le but. Hein. Ça va rééquilibrer et ça ramènera des biens en location courte durée sur la longue durée, même en meublé, notamment d'un an. Alors, dernière chose. Juste pour répondre à la question de Patrice, oui, c'est vrai, il y a des plafonnements de loyer. Évidemment, mais quand on est en meublé, c'est 20% de plus que le plafonnement dans les villes où le loyer est encadré.
Donc, Oui. c'est quand même un avantage. On peut louer 20% plus cher quand on est en meublé que quand on est en vide. C'est toujours ça de gagner. Tout à fait. Alors, dernière chose qui peut être une bonne année, là, un truc intéressant à faire en 2025, c'est toujours le déficit foncier. Ça, c'est toujours intéressant. Mais surtout, j'en parle cette année parce que 2025 sera la dernière année pour pratiquer le super déficit. Donc, vous savez que quand on réalise des travaux, quand on fait de la location nue et qu'on fait des travaux, alors attention, tous les travaux ne passent pas, hein, sont les travaux, ce qui ne passe pas, c'est les travaux d'agrandissement ou de reconstruction, mais tout ce qui est travaux d'isolation, de peinture, enfin tous les travaux passent, sauf la reconstruction d'un mur par exemple ou l'agrandissement. Si par exemple on aménage les combles, ça c'est une erreur que font beaucoup de bailleurs, donc on ne peut pas considérer, dès qu'on ajoute de la surface, on ne peut pas passer ces travaux-là, mais sinon donc tous les travaux qu'on passe en location nue, donc, on les constate comme charge l'année où on fait les travaux. Et donc si on a un déficit, si on fait de gros travaux, bien sûr, on a un déficit. Et donc, sur ce déficit, on peut mettre 10 000, on peut reporter sur son revenu imposable, sur ses autres revenus, on peut donc reporter 10 700 euros. C'est-à-dire que votre revenu, vos salaires vont baisser de 10 700 euros l'année où vous faites les travaux. Et ce qui dépasse ces 10 700 euros viennent en réserve de déficit qui vous servent à absorber donc vos loyers pendant 10 ans, puisque vous avez le surplus des 10 700 euros de travaux de déficit, donc vont se mettre en réserve et cette réserve va venir absorber vos loyers pendant 10 ans. Donc attention, il faut continuer à louer pendant 3 ans, etc. Donc, si vous avez des revenus fonciers existants, bien sûr, là, vous pouvez vous y aller plein pot, puisque vous allez faire des travaux sur un nouveau bien, et ces travaux, ces déficits vont absorber vos revenus fonciers existants. Mais si vous n'avez pas de revenus fonciers préalables, si vous n'avez pas de revenus fonciers existants, il suffit de faire, là je fais toutes les simulations possibles et imaginables, avec un rendement moyen de 5-6% et un crédit à 100%, au moins 20 ans, 25 ans, il suffit de faire 20-25% de travaux par rapport au prix, c'est-à-dire si vous achetez un bien à 150 000, si vous faites 50 000 de travaux, vous absorbez, donc vous faites déjà 10 700 d'économie d'impôts, mais vous de baisse de votre revenu imposable global. Et donc, sur 50 000, donc vous avez 10 000 qui viennent en déduction de vos revenus et vous avez 40 000 que vous mettez en réserve. Et cette réserve va absorber vos loyers pendant 10 ans. Donc, ça, c'est pas mal. Et avec 10 ans de loyer défiscalisé, quand même, c'est pas mal. Donc, voilà, il suffit d'avoir 20-25% de travaux par rapport à votre prix et vous effacez vos revenus fonciers pendant 10 ans, ce qui est quand même pas mal. Et justement, je vous en parle aujourd'hui surtout parce que 2023, 2024 et 2025, et 2025, c'est la dernière année, on peut doubler ce déficit reportable de 10 700 euros. Donc, on peut le porter à 21 400 euros si on sort, et on en revient à nos passoires, si on sort un bien de sa condition de passoire, donc il faut partir d'un bien qui soit E, F ou G, et que la moitié des travaux, en gros, soient des travaux de rénovation énergétique. Bon, ça, c'est pas du tout compliqué, parce que quand vous faites tout ce qui est dans les travaux de rénovation énergétique, on a bien sûr les menuiseries, les huisseries, la VMC, le système de chauffage. Donc, c'est vraiment pas compliqué de trouver 50% des travaux en rénovation énergétique. Donc, si c'est le cas, vous pouvez effectivement doubler donc ces 10 700 euros et passer à 21 400. Donc ça peut avoir un intérêt si vous faites de gros travaux, si vous faites plus de 20-25% des travaux par rapport à votre valeur. Donc si vous faites, si vous achetez un bien à 100 000 par exemple et il y a 60-70 000 de travaux, là vous avez intérêt à prendre le super déficit parce que dans les 10 ans, vous n'allez pas forcément avoir le temps dans les 10 ans surtout si vous avez un crédit 100%, vous n'imputerez pas la totalité de votre déficit sur vos loyers, donc il y aura une perte, donc c'est un peu dommage. Si vous voulez optimiser notamment et que vous avez de gros travaux sur un bien locatif,
2025, c'est la dernière année pour avoir le super déficit. Donc voilà, donc, ça c'est pas mal. Puisque ça permet de faire de belles économies d'impôts. Ça dépend bien sûr de sa tranche d'imposition, mais 21 400, si vous êtes à une tranche de 30%, ça fait quand même près de 7 000 euros d'économie d'impôts. Donc ça, c'est quand même pas mal. Et à 41% de TMI, c'est encore plus. Donc c'est quand même pas mal. Hein. C'est quand même assez intéressant. Alors Stéphane, écoute, d'abord, merci pour cette présentation. Je crois que le déficit foncier, c'est quelque chose, c'est une matière que beaucoup d'entre nous maîtrisent pas suffisamment parce que en réalité, c'est un excellent mécanisme de défiscalisation et d'optimisation et même de création de patrimoine immobilier. Tu en connais un rayon sur le sujet. C'est pour moi l'occasion d'abord de remercier toutes celles et ceux qui ont participé et qui participent aujourd'hui à cette réunion. Locagestion, écoutez, on a envie et on souhaite continuer à vous accompagner tous pour continuer à développer le conseil auprès des investisseurs immobiliers. Non, l'immobilier n'est pas mort. Non, l'investissement locatif n'est pas mort. Nous allons continuer ce cycle de formation et avec toi, Stéphane, si tu es d'accord, on a déjà une date prévue pour le 25 février à 11h. Hein, ça sera notre prochain rendez-vous. Vous pouvez noter ça dans vos agendas. On va continuer à vous accompagner sur justement la montée en compétences et puis la plus-value qu'on peut apporter à nos clients pour répondre aux questions. Oui, bien sûr, il ne s'agit pas de dire que l'investissement locatif en location meublée courte durée, c'est terminé. Il s'agit de dire simplement qu'il faut bien parler à nos clients de l'ensemble des modifications réglementaires qui font que c'est un secret de polichinelle, mais les politiques ont pris le sujet à bras-le-corps et souhaitent faire revenir le maximum de logements dans le giron de la location longue durée parce que dans les villes, forcément, ça pose des problèmes que nous connaissons tous. Merci Stéphane. Et encore. On t'entend pas. Ouais, tu m'entends? Vous m'entendez? Oui. Ouais, juste en 2 secondes, il y a 2 questions là qui sont rajoutées auxquelles je veux répondre parce qu'il y en a une qui est importante. C'est Jésus qui me dit doubler les 10 700 reportables sur le RIG, c'est perdre 17% de la CSG CRDS. Et Alexandre qui effectivement renchérit dessous. Alors, pour être précis, on a plus intérêt, de toute façon, quand on fait des travaux, on n'a pas le choix, on a 10 700 euros qui sont reportables sur le RIG, on n'a pas le choix, on ne peut pas dire non, on les met en réserve. C'est vrai que si on est sûr de pouvoir passer son déficit dans les 10 ans, on n'a pas forcément intérêt à aller chercher le super déficit. Pourquoi? Parce que garder de la réserve de déficit, c'est plus intéressant que de faire baisser son revenu parce qu'on gagne, on efface des revenus fonciers qui sont les revenus fonciers taxés à votre tranche d'imposition, plus les prélèvements sociaux à 17,2. Donc en fait, on gagne 17,2% de plus, effectivement. Donc si on est sûr de pouvoir passer son déficit dans les 10 ans, il ne faut pas prendre le super déficit. Le super déficit est intéressant si on n'est pas sûr, si on a de gros travaux et qu'on ne pourra pas imputer ces déficits dans les 10 ans. L'exemple que je donnais tout à l'heure, si on a 70 ou 80 000 de travaux, on ne pourra pas, on va, au bout de 10 ans, il y aura encore du déficit qu'on n'aura pas imputé. Donc, plutôt que de perdre du déficit au bout de 10 ans, on prend le super déficit, mais sinon, nous sommes d'accord que il ne faut pas forcément que finalement, la réserve de déficit est plus intéressante que le report sur le revenu parce qu'on gagne, on efface y compris les prélèvements sociaux à 17,2, donc on gagne ça en plus. Donc nous sommes d'accord avec ça. Et donc une dernière question aussi, le déficit foncier est uniquement pour la location nue? Oui, c'est uniquement pour la location nue. Et dernière question de Roxane également, déficit foncier possible pour une SCI à l'IS? Donc non, à l'IS, on peut pas pratiquer un déficit, mais à l'IS, vous amortissez. Hein, donc, vous n'avez pas besoin potentiellement de déficit, mais vous amortissez vos travaux. Hein, c'est-à-dire que si vous faites des travaux dans une SCI à l'IS, vous allez amortir
les travaux que vous avez fait en plus, donc sur une durée proportionnelle au type de travaux, mais vous ne pouvez pas les passer en déficit, mais vous pouvez les rajouter en amortissement. Voilà. C'est pour Gauthier qui pose une question. On ne parle pas des problèmes ou des inconvénients de la location en meublé. Écoutez, je pense que la location en meublé présente quand même beaucoup d'avantages, notamment le fait que le bail est beaucoup plus court, hein, l'engagement est beaucoup moins long pour le propriétaire puisque vous faites un bail d'1 an, et puis que vous avez la possibilité de reprendre beaucoup plus facilement le logement. Il y a beaucoup plus de souplesse. Après, écoutez, en général, en meublé, on considère que c'est plutôt plus simple. Ça ne s'applique pas à tous les logements, hein, puisque les grands logements, à moins de faire de la colocation, mais les grands logements ne sont pas très adaptés à une clientèle du meublé. Donc là aussi, attention, on ne fait pas n'importe quoi, on n'achète pas un T4 pour faire de la location meublée. Voilà. Bon, pour les autres questions, ce que je te propose, Stéphane, c'est qu'on y répondra dans le chat, où on verra un petit peu plus tard comment on peut faire. Oui, bien sûr. En tout cas, un grand merci à toi. Je crois que tu nous as beaucoup éclairé sur tous ces éléments de changement réglementaire qu'il faut avoir en tête. Encore une fois, sachons conseiller nos clients, amenons-les vers le investissement locatif, même si tout le monde dit que ce n'est pas la peine, que ça ne sert à rien, qu'il y a trop d'impôts. Ne cédons pas au défaitisme ambiant, il y a toujours de belles choses à faire sur la location meublée, la location vide. C'est en tout cas comme cela que l'on crée du patrimoine immobilier pour les particuliers. Merci Stéphane. Merci. Merci à tous. À très bientôt et merci pour votre participation. Au revoir et au 25 février, 11 h. À bientôt. À bientôt. Je ferme.